Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce bol d'air du Nord, les bols d'air du Nord qui reprennent dans un format mixte, présentiel, distanciel. Merci à la Maison de l'Habitat Durable de nous accueillir pour pouvoir organiser cet événement. L'objectif, ça va être de reprendre sur un rythme d'un événement tous les 2 mois. Là, dans un premier temps, Maxence, qui est président de Fimea Nord, présentera en quelques mots Fimea Nord et vous dira quelques mots concernant l'actualité liée à la qualité de l'air. On aura 2 interventions, donc merci aux 2 intervenants. Christopher Liénard, adjoint au maire de la mairie de Fâche-Tuménil, qui nous fera un retour sur l'expérience mise en place du suivi de la qualité d'air intérieur dans les écoles. Et ensuite, Cécile Caudron du CEREMA qui nous présentera le projet Hub Air Énergie qui justement a pour objectif de faire converger et des objectifs de performance énergétique et des objectifs de qualité d'air intérieur. Je laisse la parole à Maxence. Merci. Alors 2 mots juste sur Fimea. Alors du coup, comme disait Laurent, avec Laurent et moi, on anime Fimea Nord. On a récupéré Fimea à Grand Est il n'y a pas très longtemps. Faute de président en Grand Est, Fimea, c'est une fédération des acteurs de la qualité d'air. Donc en gros, c'est une asso professionnelle, des gens qui travaillent sur la qualité d'air. On essaye de promouvoir le sujet de la qualité d'air sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des antennes locales. On est maintenant plus de 130 entreprises. Donc cette slide-là, elle est quasi à jour. On a des réseaux partenaires, il y a des antennes régionales, comme je venais de le dire. Fimea, c'est quand même un organisme qui est reconnu maintenant. Ça, je sais plus. Ça doit avoir plus d'une dizaine d'années. Fimea a un siège au Conseil national de l'air, un siège à l'Observatoire de la qualité d'air intérieur notamment. Il participe au challenge microcapteur organisé par Airlab. On essaye de faire rayonner un peu le sujet de qualité d'air tout en étant des entreprises. Donc le but étant de réunir des entreprises pour parler d'une même voix et de parler de qualité d'air. Ce qu'on fait là dans le Nord, c'est principalement des sujets de formation et de diffusion. Donc là, les formations, c'est les bols d'air. On fait un peu de diffusion. On travaille aussi un petit peu avec les universitaires ou avec Atmo Hauts-de-France. Est-ce qu'on peut passer deux slides, s'il te plaît, Déborah. Fimea, pour les professionnels de la qualité de l'air, c'est aussi 2-3 sujets de plus. C'est des groupes de travail qui sont décrits là-bas à gauche. Il y a des groupes de travail sur la purification de l'air, sur la qualification de capteurs. Il y a des travaux sur l'export des compétences qualité de l'air en compétences qualité de l'air françaises vers l'étranger. Il y a tout un tas de réunions, on fait des salons professionnels ensemble. On a travaillé Fimea a travaillé à organiser un village air au Salon des Mers. Il y a des sujets export, voilà, j'en ai parlé. Et c'est tout ce que je vais raconter sur Fimea. Du coup, bol d'air, on est content, on reprend en présentiel. On va parler de qualité d'air principalement intérieur aujourd'hui. Sur le sujet d'air intérieur, changement notable pour les collectivités. C'est école crèche, c'est devenu école crèche, puis collège, puis lycée. Et là maintenant, on est à tout bâtiment qui accueille du public, France notamment. Donc ça va rajouter. Ça a été reporté. Wow. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Je vais revenir après, mais du coup, je fais une petite intrusion dans l'introduction de Maxence, en fait, pour vous dire que la réglementation est sur le point d'évoluer. Alors, je suis désolée, les textes sont pas encore sortis, mais ils vont sortir normalement d'ici la fin de l'année. Et l'objectif, en fait, c'est de reprendre un peu les mêmes étapes de la réglementation qu'actuellement, mais dans un ordre un petit peu différent pour renforcer les objectifs et la rendre plus pragmatique. Donc, je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément le temps pour ça, mais elle sera présentée en long, en large et en travers début 2023, ne vous en inquiétez pas. Et tout ça pour vous dire que sur les bâtiments donc, de la salve de 2023, c'est reporté en fait au 1er janvier 2025 pour laisser le temps en fait aux différents acteurs de prendre en main la nouvelle version de la réglementation. Ouais, merci. Écoute, Cécile, tu pourras revenir présenter la réglementation quand elle sera sortie. Laurent a présenté le programme. Christopher. Comme ça a été dit en introduction, je suis adjoint au maire de la ville de Fâche-Tuménil, en charge des urgences écologiques et de l'aménagement. Donc en fait, j'ai dans mes délégations aussi tout ce qui est gestion du patrimoine de la ville, que ce soit en termes de bâtiments ou
d'espace public. C'est à double titre, au titre des urgences écologiques et de la gestion du patrimoine, que cette question de la qualité de l'air est très importante. À côté de ça, mon métier, c'est de travailler dans la conception de logiciels de contrôle d'étanchéité à l'air et de systèmes de ventilation. Donc, je travaille aussi un peu dans ce secteur-là à côté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on a commencé à mettre en œuvre pour la ville de Fâche-Tuménil depuis 2020. Je vais peut-être commencer par le pourquoi on a vu ce sujet comme un des premiers sujets à traiter en urgence. C'est pour des questions, je pense que vous connaissez tous, des questions sanitaires, de l'impact de la pollution de l'air sur la santé. On a les chiffres officiels de Santé publique France qui nous indiquent qu'on a 1700 décès prématurés par an sur la métropole lilloise, par exemple. Donc à l'échelle nationale, c'est selon les chiffres 48 000, 67 000. Bon, grosso modo, c'est 1 an et demi d'espérance de vie en moins pour les habitants de la métropole, ce qui me paraît assez considérable en termes d'impact. Et puis depuis, on a les études qui s'accumulent au fil des années et qui nous montrent que de plus en plus de pathologies on démontre de plus en plus le lien entre la pollution de l'air et différentes pathologies. Donc, si je rapporte le chiffre à la population de Fâche-Tuménil, donc c'est une simple règle de 3, c'est pas une étude localisée sur notre ville, une simple règle de 3 entre notre population et les chiffres dont on dispose au niveau de la métropole, on arrive quand même entre 25 et 30 décès tous les ans sur notre ville qui a 18 000 habitants. Donc ça fait environ 1 décès tous les 15 jours, ce qui est assez considérable. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les sujets qui passionnent les habitants sur les réseaux sociaux, etc., comme ça c'est invisible, entre guillemets, c'est pas ça qui passionne les foules. S'il y avait des décès pour des causes plus visibles, on va dire, les réseaux sociaux seraient certainement en feu, mais là c'est pas le cas puisque l'impact de la pollution de l'air est très insidieux, malheureusement. Et on a d'autres chiffres qui montrent aussi l'importance. J'ai fait une règle de 3, mais je pense que c'est pas sous-évalué parce que notre ville, quand même, en première couronne de Lille, proche de l'autoroute A1, proche du périphérique de Lille. Bref, je pense que globalement, on n'est pas moins exposé que la moyenne des habitants métropolitaines. Un autre chiffre pour attester de ça, c'est que par exemple sur le quartier de Lille-Sud, on a des chiffres sur le taux d'enfants, on va dire, qui sont touchés par des problématiques d'asthme, qui est très important et largement au-dessus des moyennes nationales. C'est un autre indicateur. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut trouver facilement sur Internet les rapports et les études de l'OMS sur l'impact de la pollution de l'air sur les enfants, puisque les organismes, forcément les poumons, les organismes sont plus petits, plus vulnérables aux différents polluants. Et donc, ça se traduit. Alors, ça peut se traduire sur des pathologies, comme je disais, sur l'asthme tout de suite, mais ça peut aussi contribuer à ce qu'il y ait des pathologies futures dans la vie de l'enfant qui se développent. Et donc, ça, c'est au niveau mondial. On a des études au niveau mondial qui montrent que c'est vraiment un problème. Ça touche des millions d'enfants à travers le monde. Donc, au niveau de la ville, donc on a été élu en 2020. On a déclaré la ville en urgence climatique et écologique à la rentrée de septembre 2020. Cette déclaration-là, elle avait pour but de prendre à notre compte les différents objectifs scientifiques dans différents domaines. En premier lieu, les objectifs climatiques des différents rapports du GIEC, etc. Les rapports de biodiversité et donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, les problématiques liées à la pollution de l'air. Et nous nous sommes engagés à travailler à ce que le plus vite possible, on atteigne les seuils recommandés par l'OMS. Ce qui est un objectif assez ambitieux pour ceux qui connaissent où on en est par rapport aux seuils de l'OMS, d'autant plus qu'ils ont été encore abaissés dans l'intervalle depuis notre engagement. Mais on ne peut pas, à mon sens, faire autrement que prendre ce type d'engagement pour les questions de santé publique. Donc, nous, l'objectif de ce projet de suivre en fait la qualité de l'air dans nos bâtiments et à l'extérieur, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais notre objectif, c'est à la fois de suivre la qualité de l'air dans nos bâtiments, en commençant par nos écoles et nos crèches, et également d'avoir un premier réseau de capteurs de pollution extérieure pour plusieurs raisons, c'est-à-dire à la fois pour avoir des mesures peut-être plus précises que ce qu'on peut avoir avec les estimations d'Atmo, parce qu'Atmo fait des estimations assez précises par rapport aux données dont ils disposent, mais ce ne sont que des estimations, ce ne sont pas des mesures locales. Et du coup,
on pourrait louper des sources de pollution locale qu'Atmo ne peut pas deviner, par exemple le type de chauffage des riverains de l'école, ce genre de choses. Et donc ça, l'idée, c'est d'avoir une vision du coup plus précise de ce que respirent véritablement les enfants quand ils sont dans leur salle et aussi quand ils sont à la cour et qu'ils arrivent sur leur trajet de l'école. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir de prioriser du coup les mesures à prendre au niveau de nos différentes écoles et puis être capable de mesurer les effets des mesures qu'on prend. Ça me paraît super important de dire, voilà, si on a un certain nombre d'actions qu'on a d'ailleurs déjà commencé, par exemple de passage de la ville à 30 km/h, d'équiper les écoles d'abris à vélo pour inciter à l'écomobilité. Bref, ces différentes actions, on espère qu'elles ont un impact positif sur l'exposition à la pollution de l'air des enfants, d'ailleurs que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que certains polluants extérieurs rentrent à l'intérieur aussi. Et donc, grâce à ces capteurs, ce qu'on aimerait, c'est valoriser ça, mesurer, du coup cerner les actions les plus efficaces et les valoriser pour les déployer à plus large échelle, que ce soit dans notre ville ou dans d'autres villes. Et aussi, ces données-là vont nous servir à sensibiliser les parents, les usagers des bâtiments, pour aussi ça contribue à les inciter à changer leurs habitudes, puisque c'est la santé de leurs enfants qui est en jeu. Donc, concrètement, ça s'est traduit en avril dernier, donc en avril 2021, la mise en place de 3 capteurs dans chacune de nos écoles et crèches, sachant qu'on a 6 groupes scolaires, donc groupes scolaires, école maternelle et école primaire, et on a plusieurs crèches en plus. Donc, au total, en gros, ça nous donne une 50aine de capteurs de qualité de l'air intérieur qui ont été déployés dans les différents bâtiments et qui mesurent du coup les dioxydes de carbone, donc pour notamment la mesure de confinement des salles de classe et voilà, pour identifier pour prévenir les effets des forts taux de dioxyde de carbone dans les salles. Les particules fines, qui sont les polluants qui ont le plus d'impact. Tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'était surtout lié aux particules fines. Donc, mesurer ces particules fines PM10, PM2,5 et les composés organiques volatiles, qui est pour le coup un polluant spécifique intérieur comme pour le CO2. Et donc, vous avez là une première illustration de à quoi ressemble ce capteur qui s'installe dans la classe, qui est branché, qui est alimenté et qui a une petite diode qui permet d'indiquer vert, orange ou rouge, d'avoir une première indication un peu globale sur la qualité de l'air à un instant T dans la salle. Voilà, deux autres illustrations de ces capteurs. Et pour la mesure de la pollution de l'air extérieur, là, l'idée, c'est de mettre en place un capteur dans chaque groupe scolaire pour mesurer là aussi les particules fines. Donc là, ça donne aussi un intérêt de pouvoir comparer les concentrations extérieures et les concentrations intérieures, voir les interactions, en savoir un petit peu plus sur les interactions entre les deux. Et puis les oxydes d'azote, qui sont, pour le coup, c'est une problématique purement pollution extérieure et qui est aussi une des pollutions les plus nocives aussi, et puis qui peut aussi avoir des variations locales, un peu comme pour les particules fines. On s'était posé la question de mesurer aussi l'ozone, mais il se trouve que l'ozone, alors déjà c'était un surcoût en plus, on va dire, par rapport au matériel à mettre en place, et en plus c'est quelque chose il y a moins de problématiques locales, c'est-à-dire que quand vous avez une pollution à l'ozone sur une large zone, c'est à peu près la même pollution un peu partout. Donc il y avait moins d'intérêt en tout cas à suivre ce polluant de notre point de vue au niveau des groupes scolaires extérieurs. Donc on a avec tout ça, on a les outils, on travaille avec notre prestataire Octopus Lab sur à la fois la mise en place des capteurs et aussi surtout sur les outils logiciels de suivi de collecte et de suivi de ces données. Donc, les données sont envoyées par un réseau radio, le réseau LoRa pour ceux qui connaissent, sont envoyées comme ça sur des serveurs qui nous permettent d'avoir un reporting permanent, de pouvoir calculer des moyennes, avoir à la fois des taux immédiats et des moyennes sur la journée ou sur l'année, de manière à pouvoir les comparer avec les différents seuils
les différents seuils de l'OMS dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, c'est des outils qui peuvent nous aider aussi. On l'a pas encore beaucoup utilisé pour l'instant. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit, on a installé les capteurs en avril. On est encore au début de c'est un retour d'expérience sur le début de notre expérience, on va dire. Mais on a tous ces outils-là qui vont nous servir pour prévoir en fait à l'avance, en fonction de ce qu'il a pu être mesuré par le passé, de prévoir quelle va être la qualité de l'air intérieur à telle ou telle heure dans telle ou telle pièce. Et ça va nous aider à pouvoir donner des consignes en fait aux enseignants, aux usagers des bâtiments pour pouvoir dire à telle heure il faudrait que j'ouvre la fenêtre pendant quelques minutes, etc., etc. Et il est également possible, lorsque le bâtiment est suffisamment récent et rénové pour disposer d'un système de ventilation adéquat, de connecter, on va dire, le système de ventilation à cet outil de prévision et de mesure, de manière à pouvoir adapter le débit d'air dans les bâtiments à la concentration de polluants, ce qui permet à la fois d'être à la hauteur pouvoir évacuer plus facilement les polluants quand il y en a, et en même temps d'économiser de l'énergie quand, par exemple, le bâtiment n'est pas utilisé et qu'on détecte qu'il n'y a pas de CO2. C'est moins important de ventiler beaucoup le bâtiment à ce moment-là. Donc, voilà pour les différents. Là, c'est l'exemple, quelques extraits du reporting justement qu'on a pu avoir sur l'été. On a eu un premier bilan là, à la rentrée entre avril et septembre, où on peut voir déjà là sur les courbes des pics. On peut suivre vraiment les activités des bâtiments en voyant qu'à telle heure, on a des pics de concentration de CO2 ou de particules fines ou de COV. Donc c'est vrai que sur la période de l'été, on a quelques dépassements ponctuels, mais globalement, quand on regarde les chiffres, ils sont plutôt positifs. On a une alerte quand même sur les composés organiques volatiles, où là, on dépasse un peu plus les seuils. Donc, on a un travail à faire. Là, on a lancé un nouveau marché sur les produits d'entretien, où on a eu des exigences plus fortes sur les labels, etc. Les labels qui peuvent impacter la qualité de l'air, enfin les émissions de COV des matériels d'entretien. On sait qu'on a cette problématique-là à traiter. Donc, par contre, sur le reste, au niveau de l'été, ça allait à peu près, on va dire, en quelque sorte. Par contre, là, on vient de voir les chiffres, par exemple, pour le mois de novembre. Et en fait, à l'approche de l'hiver, ça se complique. Le confinement augmente, les taux de CO2 et de particules fines dépassent beaucoup plus allègrement les seuils. Alors, en plus, nous, on suit 2 seuils à la base. Il y a les seuils réglementaires. Et nous, on suit en plus notre objectif, c'est les seuils de l'OMS qui sont plus ambitieux que les seuils de réglementation, ou plutôt les seuils réglementaires ne sont pas aussi ambitieux que les seuils de l'OMS. Donc, on met un point d'honneur à suivre les deux, parce que notre objectif, c'est vraiment, même s'il est ambitieux, c'est d'atteindre le seuil de l'OMS. Donc, vraiment, on voit que là, arrivé à l'hiver, on a cette problématique-là de polluants qui est plus importante. Donc là, clairement, là, à la rentrée, on va mener un travail avec les enseignants, on va leur présenter les premières données qu'on a pour pouvoir réfléchir avec eux, mettre en place des bonnes pratiques, et puis nous aussi voir aussi au niveau technique, au niveau des systèmes de ventilation et des travaux au niveau des bâtiments. Donc c'est vrai que là, sur attendez, c'est un autre exemple, cette fois-ci sur les particules fines. De reporting qu'on peut avoir. Donc là, c'est vrai qu'il y a des polluants, comme je disais tout à l'heure, des polluants qui sont liés à des sources intérieures et des polluants qui sont liés à des sources extérieures. Donc il y a un dosage à faire au niveau de l'aération par rapport à tout ça. Donc oui, en fait, j'ai un peu anticipé sur les slides. Ça, c'était sur le bilan de l'été. On voyait que ça allait à peu près sur le CO2 et mis à part quand même des moments, quand je dis ça va à peu près, il y a quand même des moments de dépassement à traiter. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on voit que c'était surtout sur le COV où on avait la problématique. Et là, par contre, avec l'hiver, on voit que le problème est plus global à traiter. Donc, je vais te conclure en vous parlant des quelques. J'ai peut-être pris beaucoup de temps sur le temps prévu. Je peux être assez bavard. Les quelques, je peux vous parler, je pense, c'est intéressant en termes de retour d'expérience de vous parler des quelques difficultés qu'on a pu rencontrer dans la mise en place de ce projet. Notamment, on a un problème avec l'équipement de nos crèches, puisque même si nos capteurs sont en réseau radio et pas Wi-Fi,
eh bien, on a eu une réponse négative aux possibilités d'équiper nos crèches de ces capteurs-là. Alors même que d'après nous, il y avait d'autres écoles qui en avaient. Donc, on a une mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc, du coup, on a travaillé à remplacer ces capteurs par des capteurs avec des antennes déportées pour pas qu'il y ait ces ondes radio. Alors bon, ces ondes radio, c'est pas des ondes Wi-Fi, hein, c'est beaucoup moins nocif pour les enfants. Mais du coup, on a eu cette difficulté-là pour les crèches. On a aussi la difficulté, nos capteurs de pollution extérieure, ils sont pas encore installés aujourd'hui. Ils sont quasiment installés. Enfin, on a tout ce qu'il faut presque. Mais on a la problématique de devoir concilier l'emplacement, parce que moi je souhaitais pouvoir comparer entre les écoles. Donc en gros, que les emplacements des capteurs extérieurs soient cohérents d'une école à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui soit à l'entrée de la cour et l'autre au fond de la cour, etc. Mais à côté de ça, on a la problématique d'alimentation des capteurs extérieurs. Qui est pas simple, et parce qu'il faut qu'on le relie forcément à une alimentation électrique. Donc ça nous a amené à repenser un petit peu nos installations sur les capteurs extérieurs, et donc on prend un peu plus de temps, on va dire, à équiper les capteurs extérieurs que les capteurs intérieurs. C'est pour ça que pour l'instant j'ai surtout des retours sur les données intérieures. Et puis une autre problématique, mais qui est moins liée au sujet, c'est le fait que ces derniers mois, comme toutes les collectivités, on est pris dans le maelstrom de l'explosion du contexte de l'explosion du coût de l'énergie, etc. Et c'est vrai que ça nous prend en ce moment beaucoup de temps et d'énergie et de moyens de traiter ces problématiques-là aussi, de traquer les gaspillages énergétiques, de mettre en place des solutions par rapport à ça. Et donc, c'est pour une ville comme la nôtre, hein, qui est une ville un peu moyenne, qui n'a pas des moyens et des ressources énormes en personnel, etc. C'est pas évident de mener tous ces défis de front. Donc c'est pour ça que. Mais pour le coup, comme vous l'avez, je pense, vous leur fait comprendre, on est résolu pour le problème, pour avancer sur le problème, pour mieux connaître le problème avant de mettre en place toutes les solutions de réduction et de pouvoir les quantifier. Donc, on poursuit notre bonhomme de chemin sur ce sujet-là. Pour vous dire que ce que je vais vous présenter là, c'est plus la démarche du projet, puisqu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, on commence seulement à récolter de premières données. Donc, sur l'exploitation des données, il n'y avait pas encore de grandes conclusions que je pouvais vous donner. Donc, du coup, j'aurai peut-être l'occasion de revenir vous présenter les résultats par la suite. Donc le contexte, vous l'avez compris, et ça a été très bien présenté précédemment. Donc on a un double contexte actuel. Pour la petite histoire, en fait, ce projet-là a commencé à germer dans nos têtes côté IFPEB et côté CEREMA bien avant la crise sanitaire. On a commencé à discuter réellement avec l'IFPEB en janvier 2020, et puis voilà, je ne vous refais pas l'histoire, vous savez ce qui s'est passé en mars. Donc voilà, on était en plein dedans, et donc finalement, c'est que l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Donc on a un double contexte encore actuel, à la fois donc le décret tertiaire au moment où nous on a commencé à en parler, plus récemment des grosses tensions sur l'énergie qui font qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, même si on en avait tous déjà bien conscience avant, on est quand même encore plus devant le fait accompli de devoir vraiment expressément et rapidement baisser nos consommations d'énergie. Et pour le contexte écologique, certes, mais aussi le contexte financier. Voilà. Et puis la crise sanitaire récente, qui nous a bien mis en avant finalement notre sujet commun, à savoir des forts enjeux sur la qualité de l'air intérieur, des enjeux sanitaires qui ont germé, qui sont maintenant au cœur de préoccupation depuis 2020. Voilà. Donc, comment finalement concilier une double optimisation avec des idées reçues sur ces enjeux, à la fois, le premier qui revient très souvent et qui est vraiment une quadrature du cercle après à trouver, c'est impossibilité de concilier à la fois une bonne qualité d'air intérieur et une bonne efficacité énergétique, et donc de diminuer ses consommations d'énergie. Donc, comment faire pour arriver à ça? Aussi, peut-être un flou encore maintenant sur c'est quoi les mesures réglementaires, sur quel bâtiment, en fait, que devons-nous faire? Est-ce qu'il faut mesurer tout en continu? Bon, ou alors encore mieux, finalement, on met des épurateurs d'air et puis comme ça, la question est réglée. Voilà. Bon, bref, plein de questions qui sont soulevées, et des questions qui sont pertinentes et qui sont intéressantes à regarder, mais aussi, donc, on a ressenti un gros besoin d'éclairage aussi technique de la part des acteurs sur la qualité de l'air intérieur, et aussi sur comment finalement baisser ses consommations d'énergie. Voilà. Donc, bon, ça, la slide, je vais passer vite. Donc, voilà, de passer, l'objectif de ça, c'est de dire, bon, voilà, c'est passer d'un monde un peu mieux connu
même s'il y a encore du chemin à faire, bien sûr, de l'efficacité énergétique, a aussi une bonne compréhension, une bonne maîtrise du volet air intérieur. On peut passer sur cette slide-là. Voilà, de toute façon, les éléments, on va y revenir après. Donc, bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on propose finalement dans le cadre de ce projet? Donc, on l'a bâti sur 4 piliers. Un pilier, donc, comprendre, analyser, savoir agir, échanger. Donc, je vais revenir sur ce qu'il y a dans tout ça. Donc, le premier, c'est déjà de comprendre ce qui se passe. Donc, et donc de proposer un programme qui soit un programme collectif, de mettre finalement autour de la table plusieurs acteurs et finalement de grandir ensemble. Donc, de comprendre les enjeux, quels sont les leviers de progrès, à la fois sur le volet air et sur le volet énergie, de ne pas faire n'importe quoi, et finalement, quelles sont les bonnes pratiques à adapter et à adopter, pardon, et puis quelque part à moindre coût. Hein. Voilà, il y aura toujours ça aussi derrière, diminuer les consommations d'énergie ou en tout cas faire en sorte de ne pas les augmenter, mais aussi sans forcément mettre en face automatiquement des gros travaux lourds financièrement. Analyser donc par la mesure en continu la performance énergétique, la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est le volet analyse qui va évidemment nous occuper une grande partie du temps. Savoir agir, donc mettre en œuvre ces actions de manière concrète sur le terrain. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, maintenant comment on fait pour les mettre en place. Et puis surtout partager entre nous, je disais autour de la table tous les acteurs et faire en sorte de se nourrir des expériences des uns et des autres, des ratés, au contraire de ce qui fonctionne bien. Voilà. Donc, objectif final, je ne dis pas que c'est simple, on est dedans, voilà, on est bien occupé, on s'amuse bien. Donc, je vous l'ai évoqué avant, donc voilà les acteurs qui portent en tout cas le projet. Donc, on a donc l'IFPEB, je vous disais, donc qui est l'INSPARU, je l'ai pas présenté plus que ça, l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment. Vous le connaissez peut-être aussi sur les projets Cube. Donc, ils sont à l'origine des projets Cube, dont une bonne partie est copilotée avec le CEREMA. Donc, l'histoire d'amour CEREMA-IFPEB n'est pas nouvelle. Donc, voilà, on l'a étendue sur le volet air intérieur. Donc, l'IFPEB assure le secrétariat scientifique, la coordination du hub. Le CEREMA, nous, on est sur le volet qualité de l'air intérieur. Et oui, j'ai oublié, j'aurais dû le rajouter, oui, expertise énergétique aussi sur l'IFPEB. Il rajoute cette partie-là. Et puis Octopus Lab aussi qui nous accompagne. Octopus, vous êtes partout. Voilà, en sous-traitance. Je me suis permise de le mettre parce que ils nous accompagnent sur la quasi-totalité des sites. Donc voilà. Et donc ils nous apportent donc le volet mesure, tout l'intérêt aussi de la plateforme Indalo, qui est très intéressant et donc qui nous permet de compléter le programme et puis aussi un peu de se partager les tâches. Faut bien être honnête. Sur cette slide, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je n'ai déjà dit? Bon, on va passer parce qu'en fait, je reviens dans le détail sur les différents piliers, donc plutôt que de se répéter, on va faire comme ça. Donc, comprendre. Je vous l'ai promis avant, je reviens un petit peu plus dans le détail sur ce qu'il y a là-dedans. Donc, en fait, la première étape, c'est de faire un diagnostic sur les sites. Voilà. C'était un gros besoin de notre part et puis aussi, c'est important pour échanger. Et donc, ce diagnostic, on le veut le plus participatif possible. C'est pas toujours évident à mettre en place, mais quand on peut, on le fait. L'objectif, en fait, c'est de mettre sur place, un maximum d'acteurs autour de la table. Donc, à la fois le personnel technique, mais aussi les gestionnaires en fait des bâtiments, et puis, si possible, les occupants, de discuter avec eux, de discuter avec je disais le personnel technique qui va régler le bâtiment ou l'exploitant, et aussi le personnel de ménage, d'entretien. Voilà, donc c'est en fait tous les acteurs quelque part qui peuvent avoir un impact, qui vont avoir un impact sur l'air intérieur. Voilà, de les rencontrer à cette occasion. Donc on essaie de le faire le même jour, au même moment, et si c'est pas possible, on découple les choses. Mais on va dire le diagnostic idéal, c'est ça, c'est d'avoir tout le monde à ce moment-là, de déambuler dans le bâtiment au moins pendant une demi-heure, 1 heure, pour se rendre compte ensemble de ce qui se passe, et puis après nous on complète le diagnostic de notre côté, on va dire équipe technique. Voilà. Après, à partir de là, on bâtit un premier plan d'action qu'on propose aux gestionnaires du bâtiment. Et puis ensuite, on identifie ensemble, à partir de ce plan d'action qu'on va retravailler ensemble et qu'on va prioriser ensemble, on identifie les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour faire évoluer les choses. Par exemple, on peut parler de filtration quand c'est possible et quand ça ne demande pas aussi de mettre en place un système complet. Efficacité d'éventuels purificateurs, il faut se poser la question, c'est important de se poser la question.
Je veux dire, il ne faut pas forcément toujours fermer la porte, mais je le répéterai toujours, ça ne doit jamais être le premier réflexe à adopter. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais attention, quel purificateur on choisit, etc. Bref. L'ouverture des fenêtres, ça on y revient souvent. On ne peut pas y couper, mais quand, comment, de manière la plus efficace possible. Et puis, voilà, travailler apport d'air neuf versus recirculation de l'air, nettoyage des systèmes de ventilation, entretien. Et en fait, on se rend compte que les premières étapes, en général, c'est de revenir sur des choses que l'on connaît déjà tous, mais qu'il faut savoir appliquer et comment les appliquer correctement. Il y a un gros besoin d'accompagnement en fait sur le terrain. Et donc, c'est aussi l'occasion finalement de mieux comprendre parfois, enfin tout simplement, comment on peut débloquer des situations qui, en fait, de l'extérieur nous paraissent un peu simples, mais qui dans la pratique, en fait, sont pas si évidentes que ça à débloquer et des solutions à mettre en place. Voilà. Donc, diagnostic collaboratif, c'est vraiment notre première grosse étape. Pardon. La deuxième grosse étape, l'analyse. En fait, ce diagnostic nous permet, on en profite pour poser des capteurs. Donc, les capteurs qui ont déjà d'ailleurs été les petites photos, moi j'en ai pas mis, j'aurais dû en mettre une vite, sur les mêmes, de petits capteurs qui marchent d'ailleurs très bien et qui nous permettent donc de mesurer les PM, donc les PM2,5, les PM10, des composés organiques volatiles totaux, donc la grosse catégorie de polluants chimiques qu'on va facilement retrouver dans l'air intérieur, le CO2, température, humidité, bien sûr de manière plus classique, et puis on va mettre en place des campagnes ponctuelles été-hiver sur le formaldéhyde, mais uniquement pendant une semaine, enfin 2 fois une semaine. Voilà. Puisque la mesure en continu du formaldéhyde, c'est plus compliqué. Monitoring en continu, alors je ne l'ai pas dit, l'accompagnement est sur 24 mois en tout, mais on propose 12 mois de monitoring en fait pendant ces 24 mois. Voilà, pour avoir une année entière de retour capteur. Donc là, en fait, cette slide, c'est pour vous illustrer un petit peu les retours que l'on peut avoir. Donc, en fait, via la plateforme Indalo, on a un jumeau numérique en fait du bâtiment, et puis ça permet finalement d'avoir à la fois le retour capteur et puis aussi une simulation des prévisions en fait de la qualité de l'air intérieur sur 4 heures, 8 heures, 24 heures. Voilà. Donc, avec la plateforme, c'est vrai que ça permet, c'est assez pédagogique aussi. On peut en discuter avec les acteurs qui sont intégrés dans le hub. Donc, c'est assez intéressant. Dans le savoir agir, donc là on est sur l'accompagnement dans la mise en œuvre des mesures de remédiation, le suivi de la qualité de l'air intérieur, ce qui se base en fait sur les mesures en continu. Et en parallèle, puisque là j'ai beaucoup parlé qualité d'air intérieur, mais c'est mon dada, vous l'aurez compris, et bien sûr qu'il y a le travail d'estimation en fait de l'impact énergétique lié aux mesures de remédiation QAI. Alors on parle de mesures de remédiation QAI, mais en fait dans certains bâtiments, c'est aussi de l'optimisation des débits de ventilation qu'on essaye de regarder aussi. En fait, c'est-à-dire que dans certains bâtiments qui ont été dimensionnés pour un certain nombre de personnes, on se rend compte que l'occupation réelle est moindre que ce qui était prévu au départ. Probablement aussi l'effet crise sanitaire qui est passé par là, plus de télétravail, etc. Et donc, finalement, on se dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu ces débits réels pour adapter à l'occupation réelle ? Avec évidemment une grande prudence à avoir. Ça veut dire que si l'occupation évolue, il faudra aussi faire évoluer les débits. Mais n'empêche que, du coup, on a prévu dans cet accompagnement-là des tests aussi pour essayer de diminuer petit à petit les débits réels et de voir en fait ce qui se passe via les mesures. Pour avoir aussi une bonne réactivité si jamais la méthodologie va un peu trop vite. Voilà, mais donc c'est le double regard qu'il faut avoir. À la fois améliorer la qualité de l'air intérieur quand elle est mauvaise ou quand elle n'est pas suffisamment bonne, ou à l'inverse, peut-être que si on va trop loin, là on peut aller gratter et faire des économies d'énergie. Voilà, donc ventiler juste bien au bon moment. Voilà, c'est tout l'enjeu et toute la difficulté finalement de l'exercice. Voilà. Et puis après, les conseils, assistance dans l'animation, le suivi du plan d'action. Et finalement, en fait, je l'ai vite dit, mais c'est finalement là qui est le plus gros enjeu. Déterminer via le diagnostic ce qui va pas, ça finalement, on arrive à le faire. Maintenant, on a suffisamment de bouteilles les uns et les autres pour réussir à les identifier facilement. Le gros nœud du problème, c'est de réussir après à mettre en place dans un délai qui est quand même relativement court ces différentes actions. Voilà. Et puis, bien sûr, en parallèle, on a toute l'étape d'échange, d'animation, avec l'objectif, je vous le disais en introduction, donc de grandir ensemble, d'apprendre ensemble pour ensuite pouvoir diffuser, en fait, et d'avoir des retours d'expérience sur ces premiers bâtiments qui puissent ensuite être appliqués, diffusés par d'autres acteurs qui pourraient être intéressés par la démarche par la suite. Voilà.
Donc, je crois que ça doit être ma dernière slide. Nous ont rejoint, parce que je ne vous l'ai toujours pas dit, 10 établissements scolaires. Voilà, donc 10 établissements scolaires, un lycée, 4 collèges, 5 écoles. Et ici, on en a un représentant. Voilà. Et 5 établissements tertiaires, donc essentiellement des bureaux, mais aussi une galerie marchande. Voilà, qui regarde, enfin, qui est intéressé en fait finalement par la démarche et potentiellement voilà d'autres établissements tertiaires qui pourront nous rejoindre par la suite. Voilà. Aujourd'hui, on en est en fait à la phase de diagnostic. Donc, on a réalisé 11 des 15 diagnostics. Et puis, on est en train de mettre en place les plans d'action. Donc, c'est pour ça que voilà, le choix des actions prioritaires, parce que nous, ce que l'on voit comme étant les actions prioritaires ne sont pas forcément les plus simples à mettre en place. Donc, voilà, il y a une petite échange aussi de pragmatisme toujours à avoir pour savoir ce qu'on peut mettre en place facilement, ce qui peut avoir le meilleur impact rapidement et sur la qualité de l'air intérieur et sur la maîtrise de l'énergie. Et puis, tout début 2021, on se lance, c'est notre objectif, sur les premiers sites qui sont un peu plus avancés, sur l'optimisation de la ventilation pour soit augmenter, soit au contraire diminuer quand on se dit il y a peut-être une marge de manœuvre. Voilà, avec une première publi qui est prévue pour fin février 2023. Voilà, on se motive pour réussir à tenir le délai. Mais je l'ai mis, voilà, histoire de se remettre un coup de pression. Voilà, c'est notre objectif pour avoir des premiers retours sur ces premières expériences. Voilà. J'espère que j'ai été claire et sinon, n'hésitez pas. Alors, je ne l'ai pas dit et je manque à tous mes devoirs. J'ai honte. Tout de même, le hub enseignement est quand même largement financé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Donc, il faut quand même que je le dise. Voilà. Et merci à eux parce que sinon, il n'y a pas de hub. Merci beaucoup, Cécile. On a quelques questions. Alors, peut-être dans la salle, y a-t-il des questions qui ont... Oui. Bonjour, Gaëtan, ASD. J'avais juste une question de timing. Tu disais tout à l'heure que tu accompagnais les demandeurs sur 24 mois, mais avec une période de 12 mois pour les capteurs. Donc, je me demandais, est-ce les capteurs interviennent pour le diagnostic, donc sur 12 mois, mais par contre, pour le suivi des actions, je me posais la question, comment ça marche? Parfait, super. Effectivement, j'ai oublié de le dire. Merci pour la question. Oui, en fait, on profite du diagnostic pour poser les capteurs. L'idée étant derrière d'avoir au moins un mois ou deux de recul via ces capteurs, le temps qu'on se mette en place et qu'on mette en place ces premières actions avec soit les collectivités, soit les acteurs privés. Et puis derrière, en fait, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est 3 bouquets de travaux. Donc, de travaux. 3 bouquets d'actions, pardon. Donc, un premier bouquet d'actions pour voir ensuite ce qui se passe pendant 2-3 mois en fait, après ce premier bouquet d'actions, puis un deuxième bouquet d'actions, puis un troisième. Donc ça, c'est notre objectif, c'est notre idéal. Voilà. Après, on verra combien de bouquets on réussit réellement à mettre en place, mais c'est pour ça qu'on a ces 12 mois, c'est-à-dire d'avoir un état zéro et puis après de voir les effets de ces actions sur l'air intérieur. Voilà. Et puis en parallèle, encore une fois, j'ai beaucoup parlé qualité d'air intérieur, mais on a aussi le regard des consommations énergétiques, etc. Voilà. On va en profiter. Christopher, tu as pas mal de questions aussi, et moi j'en ai une. On va rester sur les questions posées à Cécile. Alors, il y a une question, est-il possible de participer à ce beau projet en tant qu'industriel? C'est une question du groupe Atlantique. Alors, il y a déjà une réponse qui a été faite dans le chat, mais est-ce que la porte est ouverte encore pour de nouveaux acteurs sur ce projet? Ouais, mais en fait, c'est le principe que l'on garde avec l'IFPEB, c'est d'être ouvert et justement de partager un maximum. Donc là, on n'a pas forcément énormément partagé à l'extérieur pour l'instant parce qu'on est vraiment le nez dans le guidon et qu'on veut mettre en place en fait les premières actions rapidement et voilà de faire avancer le schmilblick, on va dire. Mais du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, quelles que soient leurs origines, j'ai envie de dire, elles sont les bienvenues et elles peuvent se mettre en contact avec moi. Et ensuite, on se refait un contact avec l'IFPEB. Je pense, et puis sinon, on peut les transmettre. Voilà.
Très bien. Bah, alors, on a utilisé les capteurs Sense, voilà, qui sont très pratiques et qui sont plug and play, donc via en fait Octopus, parce qu'en fait ça permet en fait d'être assez rapide et puis d'optimiser en fait. C'est aussi des capteurs qui sont très largement utilisés par Octopus. Encore des questions dans le chat? En quoi consistent les actions d'optimisation de la ventilation? Ça consiste à venir configurer et mieux régler les systèmes déjà en place ou à venir justement apporter des modifications également matérielles pour optimiser le système? Dans un premier temps, on va déjà optimiser un maximum le système qui est déjà en place quand il y a un système de ventilation. Et après, nous, on ne s'empêche absolument pas dans le plan d'action de proposer des actions qui vont plus loin. Typiquement, moi, je le mets à chaque fois, même si c'est pas forcément réaliste, mais dans toute école ou tout bâtiment qui n'aura pas de système de ventilation, à terme, on sait très bien que le meilleur moyen d'améliorer la ventilation, la qualité de l'air intérieur, on va pas se mentir, c'est d'avoir un système de ventilation. Donc, bien sûr qu'on peut le mettre. Dans la pratique, ce sera jamais fait dans les 12 mois du hub et ce sera peut-être jamais fait dans les bâtiments en question, mais on peut se le noter pour l'avoir en tête à un moment donné sur les bâtiments qui poseront le plus de problèmes. Il faudra certainement y passer, mais sur du plus long terme. Mais déjà, on essaye de travailler au maximum sur les systèmes qui sont en place, de les optimiser déjà, en fait, parce qu'il y a énormément de marge de manœuvre sur les systèmes en place. Merci Cécile. Encore une question? Oui, alors c'est une question pour Fachtuménil. Comment vous avez mis en place cette expérimentation, notamment en termes de marché public? J'avais une autre question, mais un peu plus large. Cécile t'a dit, dans les phrases, c'était impossible de concilier qualité d'air intérieur et efficacité énergétique des bâtiments. Et en fait, moi, je commence à m'interroger sur est-ce que les objectifs qu'on se fixe en matière de performance énergétique des bâtiments, est-ce que quelque part, ils sont complètement en adéquation avec les objectifs qu'on veut se fixer en matière de qualité d'air intérieur? Est-ce que finalement, on ne cherche pas quelque chose qui serait impossible à obtenir puisque toute la politique énergétique a été complètement déconnectée de la qualité de l'air intérieur? Tu as 2 heures pour répondre. Donc, on va changer effectivement le timing. Petite question, petite réponse de 2 heures. Bigre. Non, mais ta question, elle est juste, hein, et je sais pas y répondre comme ça. Tu en doutes. Moi, j'ai un doux rêve, mais qui ne tient qu'à moi, c'est de me dire, bon, là, on est en train de parler de réglementation environnementale 2020, donc il va durer quelques années, hein, bien sûr. Et j'espère qu'après, l'étape d'après, ce sera la réglementation environnementale et sanitaire. Enfin, voilà, qu'on aura cette réflexion-là. Et donc, quelque part, on sera obligé de regarder l'ensemble pour justement que ce soit réaliste. Parce que la réglementation environnementale, me jetez pas des pierres, mais elle a été bien pensée, elle a été pensée. Justement, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits, des expérimentations en amont pour vérifier ce qui était réalisable ou pas par rapport à l'état de la construction, de la RT 2012, etc. Si on fait ce même travail-là, justement, par la suite, en intégrant les indicateurs qualité de l'air intérieur, et pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que l'air intérieur, il y a d'autres choses qui rentrent aussi dedans, là, forcément, on sera aussi obligé de regarder l'ensemble de ces indicateurs. Donc, ce sera peut-être ça la solution. Mais effectivement, tu as raison de la poser. Et à un moment donné, il faut aussi se dire quelle est la priorité, quoi. Bon, moi, j'ai mon idée, mais... Merci. Effectivement, comment faire converger performance énergétique et qualité d'air intérieur? Les gros enjeux sont là. On a encore pas mal de questions dans le chat qui arrivent. Il y en avait aussi beaucoup pour Christopher, pour la ville de Fachtuménil. Et la première question qui a été posée, c'est quels sont les systèmes de ventilation qui équipent les écoles objets des instrumentations? Une question complémentaire qui arrive, qui est les débits pris en termes de dimensionnement. Est-ce qu'on est sur le règlement sanitaire départemental ou est-ce qu'on est sur d'autres valeurs de débit de dimensionnement? Et après, moi j'ai une question sur la régulation, mais je vais la poser juste après que tu aies répondu aux 2 premières. Merci.
Alors, j'ai pas forcément toutes les réponses très précises là sous le coude. Alors, je suis venu avec Aziz Vandenekut, qui est notre technicienne en charge de tout ça, mais qui n'a pas forcément elle non plus toutes les réponses précises là-dessus. Hein. Je veux pas refiler la patate chaude pour autant. Non, ce que je peux déjà dire, c'est que on a une grande diversité au niveau de nos écoles actuelles. On a quelques écoles qui ont été rénovées récemment. Et on a la plupart des écoles qui ne le sont pas et qui sont dans des états plus ou moins mauvais. D'ailleurs, on a plusieurs projets en cours de réhabilitation ou de reconstruction. On a au moins 3, voire 4 en tout qu'on pourra. Alors là, on travaille, comme je disais, à se conserver des marges d'investissement compte tenu du contexte budgétaire pour pouvoir mettre en place tout ça. Mais de toute façon, on ne fera pas le tout en même temps. On a un gros travail à faire de rénovation de nos écoles pour justement faire en sorte qu'ils soient équipés de systèmes, qu'elles soient à terme toutes équipées de systèmes de ventilation aussi. Donc aujourd'hui, on en a, je crois, 2 hein, qui ont. Ouais, la plupart c'est naturel et c'est plutôt l'exception, celles qui ont un système simple flux. Après sur les débits, j'ai pas les valeurs sous la main. Merci. Alors moi j'ai une question, c'est sur la régulation de la centrale de traitement d'air. À un moment donné, dans ta présentation, tu parlais d'une régulation, d'une modulation en fonction du CO2, avec une mesure en continu de COV. Alors est-ce que cette mesure de COV entre en compte dans la régulation, dans la modulation des débits? Ça, c'est quelque chose qu'on sait qu'on va pouvoir faire avec les outils dont on dispose aujourd'hui, qu'on n'a pas encore mis en place. Alors, effectivement, ça concerne que les écoles sur lesquelles on pourrait. Ou je pense ce qu'on a bien en ligne de mire, c'est que là, les premiers projets de rénovation d'écoles qui vont aboutir, on va les penser tout de suite dans cette optique-là. On n'a pas encore adapté les écoles existantes par rapport à ça. Et moi, il me semble, et peut-être que Octopus aura des éléments aussi là-dessus en complément, il me semble que c'est surtout le CO2 qui sert à cette modulation pour justement nous adapter à l'occupation dans la salle. Mais du coup, la question qu'il y a derrière, c'est que est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention comment on fait en sorte que les COV ne s'accumulent pas pour autant lorsqu'il n'y a pas d'occupation. Je pense que une des solutions, ça peut être déjà le fait d'anticiper l'occupation, c'est-à-dire que si il va y avoir une occupation au niveau du programme ou au niveau de l'analyse des usages passés du bâtiment, eh bien, qu'on ventile un bon coup, entre guillemets, en amont de cette occupation pour justement évacuer éventuellement les polluants qui ont pu s'accumuler pendant la période d'inoccupation. Donc, je pense que je vois déjà cet élément de réponse-là, cette solution-là possible pour traiter cet éventuel problème d'accumulation. Après, on peut aussi se poser la question de laisser au moins un débit minimum lorsqu'il n'y a pas d'occupation pour justement limiter cette accumulation. Merci. Encore 2 questions. Avez-vous corrélé les mesures COV faites avec les balises QAI par des prélèvements actifs? Et une autre question, plus sur la sensibilité des données, en fait, concernant les mesures dans les crèches, écoles, vous n'avez pas rencontré de problème pour communiquer, publier les résultats? Donc, ces 2 dernières questions. Prélèvement actif en complément des mesures de COV, non, mais ça m'intéresse d'en savoir plus pour voir justement si ça peut nous aider à éclairer parce que là, le travail qui reste devant nous, c'est d'identifier les sources de ces COV, même si on a quelques idées, pour pouvoir les traiter. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était sur la difficulté à publier les résultats au niveau public. Alors, il se trouve que sur les crèches, du coup, on les a installées tout récemment, parce qu'il y a la problématique dont j'ai parlé tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas pu, dans un premier temps, mettre en place les capteurs qui communiquaient directement en fait avec le serveur via le réseau radio. Donc, on vient seulement de mettre en place les capteurs avec antenne déportée. Pour autant, la problématique va se poser et elle se pose aussi sur les écoles. Et c'est vrai que c'est un sujet assez sensible. On n'a pas encore communiqué. C'est-à-dire que là, c'est assez récent le fait qu'on ait eu les bilans. On n'a pas encore communiqué dessus. Pour autant, on a une obligation. On sait qu'on a l'obligation de les communiquer. Ce sont des données qui doivent être publiques. Donc, on va préparer ça en tout début d'année prochaine, une communication là-dessus. Et après, c'est là où ça va être l'épreuve du feu. C'est-à-dire que est-ce qu'on va faire face à des réactions un peu
voilà, des parents d'élèves un petit peu qui vont d'un seul coup se mettre là où avant peut-être ils se préoccupaient pas du tout. On va peut-être on risque de tomber dans l'excès inverse de panique, on va dire, s'il y a des problématiques comme ça. Donc je pense qu'il faudra que, en parallèle de la publication, il faudra qu'on ait tout de suite des pistes de traitement, on va dire, d'amélioration des choses à proposer, voire même à mettre en place tout de suite au moment où on commencera à communiquer. Mais après, moi, enfin, à titre personnel, je suis pas du genre à avoir forcément peur j'ai pas envie de craindre la réaction des gens, même s'il faut l'anticiper et en tenir compte. Je pense que c'est plus important d'être transparent et de faire connaître la situation, quitte à devoir gérer quelques désagréments derrière, mais je pense que on peut plus faire l'autruche, quoi, sur le sujet. Eh bien, on va pouvoir poursuivre, pour ceux qui sont en présentiel, on va pouvoir poursuivre les discussions. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions de très grande qualité et vos témoignages qui sont très, très précieux. Merci encore. La suite des Bolders du Nord dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois, a priori, ça sera plutôt mars, début mars, après les vacances scolaires, ce qu'on s'était dit. Donc, merci encore aux intervenants. Merci de votre participation. Et puis, bonne fête de fin d'année à ceux qui sont en distanciel. Et puis, vous, on va avoir l'occasion d'en discuter. Merci encore. Au revoir.